Je vais donc reprendre aujourd'hui la lecture du Chevalier au bouclier vert. Mais je vais pour ça euh, faire un live directement en fait pour le chapitre 1. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais tout de suite entamer la lecture du premier chapitre du Chevalier au bouclier vert. Je vais vous mettre, bien évidemment, c'est quand même très important. Euh, Hop, voilà. Ça, c'est donc l'édition que j'utilise du Chevalier au bouclier vert. Donc, c'est avec ce livre-là que je vais faire le live. Alors, c'est parti. Chapitre 1. Un départ précipité. Thibaut saisit un long morceau de bois accroché à sa ceinture, le brandit comme une épée et s'élance vers un jeune bouleau en criant « Méfie-toi, chevalier! En garde !» Le garçon frappe l'arbre en son milieu et triomphe. « Juste au cœur, chevalier, maintenant recommande ton âme à Dieu !» Thibaut s'apprête à recommencer ce brillant exercice lorsqu'il entend « Au secours, au secours !» Il s'élance aussitôt en direction du cri de détresse et court à travers la forêt printanière qui illumine le soleil matinal. Au secours! Au secours! C'est un garçon trapu, planté au milieu du chemin, qui, les mains autour de sa bouche, crie dans toutes les directions. Au secours! Thibaut le rejoint et l'apostrophe. Qu'as-tu à hurler ainsi, alors que tout est paisible? Le jeune garçon tourne vers lui son visage carré, aux yeux petits et vifs, et au large nez aplati. Là-bas, une demoiselle ligotée est emmenée sur une mule par 2 brigands. « Et tu ne fais rien pour la sauver ?» s'indigne Thibaut. « Je ne suis qu'un pauvre paysan, fort attaché à la vie. » Thibaut se précipite immédiatement dans la direction indiquée. Il a vite fait de rejoindre 2 malandrins armés de pieux qui entourent une demoiselle bâillonnée, vêtue d'une riche robe fourrée. « En garde !» s'écrie Thibaut en brandissant son bâton. Les 2 brigands pointent à leur tour leurs pieux que Thibaut, joutant avec force et adresse, fait voler en éclats. Ses adversaires détalent prestement. Thibaut défait les liens de la demoiselle, lui enlève son bâillon et reste étourdi d'émotion. La demoiselle est d'une beauté telle que jamais il n'envie de pareil. Son visage rayonne de lumière, son teint est blanc comme le lait, ses yeux clairs et mystérieux, ses nattes toutes dorées. « Êtes-vous muet ?» demande la jeune fille en sautant gracieusement sur le sol. « Cela fait 1 journée que je suis ligoté sur cette maudite mule et je n'ai pu parler avec quiconque. Je me nomme Thibaut de Sauvigny et suis écuyer. Je suis Éléonore et vous remercie de m'avoir sauvé la vie. » La jeune fille regarde attentivement l'écuyer. Il a une 15aine d'années, une fort jolie figure entourée de cheveux blonds qui bouclent sur la nuque. « Moi aussi je vous ai sauvé la vie !» déclare une voix énergique. Le jeune paysan trapu apparaît au détour du chemin. « Vous ?» s'étonne Éléonore. « Oui, moi, Barnabé. Mais je ne vous ai point vu combattre. Pourtant, sans moi, cet écuyer ne vous aurait pas délivré. » Il dit vrai, acquiesce Thibaut. Éléonore, gracieusement, s'incline vers le paysan en disant « Je vous remercie beaucoup, Barnabé, et vous recommanderai à Dieu dans mes prières. » Mais le paysan ne bouge pas. Thibaut, importuné par sa présence, fait un geste agacé de la main. « Maintenant, laisse-nous. »« Oui, laissez-nous, » insiste Éléonore. Mais Barnabé ne part pas. « C'est qu'il prend racine ?» constate Thibaut avec humeur.
Je l'ai peut-être ensorcelé, ajoute Éléonore coquette. J'attends, explique Barnabé, impatienté par l'incompréhension des deux jeunes gens. Un long silence suit cette déclaration. Enfin, Thibaut s'exclame. De l'argent! Le vilain sauve la plus belle demoiselle du pays et il veut de surcroît de l'argent? Éléonore a un sourire espiègle, enlève de sa main droite une bague ornée d'une émeraude et la tend au paysan. Je vous la donne. Prenez et laissez-nous. Barnabé se précipite, arrache brutalement l'émeraude des mains de la demoiselle et déguerpit à toutes jambes. Thibaut reste immobile de stupeur, les yeux rivés sur le visage rayonnant d'Éléonore. « Ce que vous faites est pure folie, murmure-t-il. Voulez-vous que je rattrape ce Barnabé? Pourquoi? Vous ne pensez pas que ma vie vaut une émeraude? » Éléonore sourit. Tous deux restent muets, se regardant avec étonnement, tant leur cœur est agité de sentiments inconnus. Autour d'eux, les oiseaux gazouillent, heureux du printemps retrouvé, lorsqu'une voix métallique fait sursauter les jeunes gens. « Ne craignez rien, je retrouverai votre bague. » Pieds nus, couverts d'une peau de mouton sur une tunique crasseuse, un homme couleur de terre au regard inquiétant s'avance, à genoux. Éléonore se rapproche craintivement de Thibaut. « Qui est-ce » ? « C'est Ruffin. » Éléonore s'avance d'un pas et déclare avec autorité. « Ne vous occupez pas de mes affaires et laissez ma bague là où elle se trouve. » Ruffin roule des yeux étranges. « Je m'occupe de toutes choses, en particulier des jolies demoiselles comme vous. »« Que me veut-il » s'inquiète Éléonore. Thibaut lui prend doucement le bras. « Je l'ignore. Personne ne peut deviner ce qu'il y a dans la tête d'un sorcier. Mais ne craignez rien, je vous accompagne chez Monseigneur. » Les deux jeunes gens quittent la forêt et marchent, dans la plaine qui surmonte un beau château de bois. « C'est ici que vous demeurez » demande Éléonore. « Oui, c'est ici que j'ai grandi, chez un cousin de mon père, le seigneur de Montcornet. Mon père est son vassal et viendra dès demain accomplir son service annuel pour surveiller le donjon. » Éléonore parle avec coquetterie. « Je connais le seigneur de Montcornet, nous avons dansé ensemble au château de mon père. » Danser ensemble? Oui, ne prenez pas cet air ahuri, le seigneur de Montcornet est un vassal de mon père, le comte de Blois. Ah mais, vous êtes la fille! Thibaut ne termine pas sa phrase. Il se sent intimidé, brusquement par une si puissante famille. Éléonore se retourne vers lui en riant. Hé, hey, que vous arrive-t-il? Vous voilà tout pensif et morne. La servante enfonce la tête de Thibaut sous l'eau. Le garçon se débat un moment, puis ressort sa tête en riant. « Est-ce ainsi que tu me laves les cheveux, en me noyant ?» À côté de la grande cuve pleine d'eau chaude, les deux servantes se moquent de lui. « Dans cette eau s'effacent toutes les méchancetés que tu as faites dans ta vie, » dit l'une. « Plaise à Dieu que tu restes ainsi pur longtemps, » dit l'autre. Et elle recommence à appuyer sur la tête de l'écuyer. Comme il s'ébroue à nouveau, Thibaut aperçoit son père à travers la vapeur qui remplit la salle ronde du donjon. C'est un homme déjà grisonnant, le dos voûté, qui regarde dans chaque cuve si l'écuyer qui s'y lave est son garçon. « Thibaut, mon fils, quelle joie! À peine suis-je arrivé au château pour accomplir mon devoir de vassal auprès de mon cousin Montcornet, que j'apprends l'heureuse nouvelle! Tu vas être adoubé pour avoir sauvé la fille du comte de Blois ?» Thibaut sort du bas en éclaboussant tout autour de lui. « L'avez-vous déjà vue, père? Éléonore est si belle que de la regarder je me sens tout troublé. » Les servantes habillent Thibaut d'une tunique de lin fin, d'une belle robe qui tombe en larges plis jusqu'à ses pieds, tandis que le châtelain de Sauvigny s'abandonne à sa joie. « Demain sera le plus beau jour de ma vie. Assister à l'adoubement de mon fils unique. Quel dommage que ta mère soit restée dans notre donjon et ne puisse t'admirer. Mais Léonore sera là, dit Thibaut en souriant. Elle reste pour la fête et partira ensuite vers le château de Blois. Ne me parle pas sans cesse de cette Éléonore, s'exclame le père. Le comte de Montcornet m'a confié qu'il souhaitait l'avoir épousé son fils. L'avoir épousé Foulques?
Le visage de Thibaut passe l'ahurissement, puis la consternation. « Mais qu'as-tu » s'étonne son père. Et, se tournant vers les servantes, il est tout pâle. Peut-être a-t-il eu trop chaud dans son bain. La jeunesse d'aujourd'hui n'est guère résistante. Et le châtelain secoue son fils par les épaules. « Allez, fils, de la hardiesse !» Thibaut se passe la main sur le front et déclare d'un ton rêveur. « C'est que j'ai vu une image de cauchemar, un fourbe, méprisant et déloyal s'approchant d'une demoiselle. C'était comme le loup auprès d'une brebis, comme la servante l'interrompt. Mais donne donc ton bras, sinon je n'arriverai jamais à t'enfiler ce manteau fourré de petits gris. » Puis, se tournant vers le châtelain de Sauvigny, « Vous n'avez jamais vu votre fils aussi beau. Maintenant, le voilà prêt pour la veillée de l'adoubement. » Dans le donjon de Blois, du château de Montcornet, Éléonore et le seigneur se tiennent debout près de la fenêtre ouverte. Tous deux regardent la campagne, le soleil décline à l'horizon et, sur le chemin qui conduit à l'église, s'éloignent les futurs chevaliers, lavés, parfumés et richement habillés. Foulques, le seul enfant vivant du seigneur de Montcornet, un long jeune homme de 17 ans, est en tête du cortège. Thibaut marche à reculons pour regarder à la fenêtre la demoiselle de son cœur. Éléonore rit. Thibaut de Sauvigny est très amusant. Oui, c'est un garçon joyeux et turbulent. Son père est mon cousin, mais fort pauvre. Il vit sur une motte misérable. Cela n'empêche pas son fils d'être amusant, réplique la jeune fille. Le seigneur de Montcornet examine attentivement Éléonore. C'est un homme au regard doux et triste, qui s'exprime d'une voix lente. « Je ne resterai pas longtemps seigneur de ce fief, dit-il. Seriez-vous malade ? Non, ma santé est bonne. Écoute-moi, je souhaite que tu épouses mon fils, Foulques. Tu es belle et joyeuse et je ne veux pas me marier, déclare sèchement Éléonore. Le seigneur de Montcornet sourit. Pour le moment, mais sache que bientôt mon fils demandera ta main à ton père. Mon père ne fera rien contre mon avis. Éléonore regarde le seigneur en riant et ajoute. Pour commencer, je verrai demain, au cours des cérémonies de l'adoubement, si votre fils est le plus preux des chevaliers. Le seigneur de Montcornet rit de bon cœur. Depuis la mort de ma chère femme, c'est la première fois que je ris. Tu es la plus gracieuse jeune fille que je connaisse. Le soleil se couche lorsque les écuyers arrivent devant le porche de l'église où le Christ de pierre assis bénit les arrivants. Thibaut s'incline devant le Seigneur et, le premier, pousse la lourde porte de bois sculpté. Il est heureux de retrouver la familière maison de Dieu à la bonne odeur d'encens. Il sourit aux peintures ocre, vert et bleu qui recouvrent entièrement les murs, aux statues de saints qui lui font un geste affectueux de la main ou lui indiquent le ciel. Les compagnons d'adoubement se répartissent au fond de l'église, car il leur est interdit de s'asseoir pendant les 10 heures de la veillée. Le temps passe lentement, la nuit est tombée et l'église est très obscure. La lumière des cierges fait danser les ombres des statues. Thibaut est fatigué de rester immobile et a grande envie de remuer ses jambes. Il se met à genoux pour changer de position et contemple longuement la croix. Il pense à Dieu qui le regarde du haut du ciel. Saura-t-il être un bon soldat du Christ? Saura-t-il combattre pour le roi et pour l'Église? Sera-t-il un homme d'honneur jusqu'à sa mort? Thibaut sent ses paupières s'alourdir et jette un coup d'œil sur ses compagnons. La plupart ont l'air graves et émus. Foulques ne cesse de bâiller. Il a sommeil lui aussi. Se pourrait-il que Foulques, ce garçon déloyal et prétentieux, si méprisant pour les chevaliers pauvres, puisse obtenir la main d'Éléonore? Oh non, Dieu ne le permettra pas. Au contraire, il lui permettra à lui, Thibaut, d'acquérir grand renom sur la terre pour mériter la fille du comte de Blois. Et, partagé entre la jalousie, l'orgueil, l'amour pour Éléonore, l'humilité devant le Christ, il imagine inlassablement les exploits glorieux qu'il accomplira pour l'amour de sa belle et la gloire de son Dieu.
des bruits de pas sortent d'une demi-torpeur. C'est le prêtre qui vient dire la messe. À l'est, les premières lueurs du jour font resplendir les fenêtres et l'encensoir qu'agite un jeune enfant remplit l'église de nuages d'encens. Après un copieux déjeuner matinal, les futurs chevaliers se délassent avant la cérémonie de l'adoubement. Profitant de l'affairement général, Foulque sort du château et se dirige vers une colline proche. C'est un monticule pierreux parsemé de mauvaises herbes et surmonté par un gibet qui attend quelques pendus. Non loin de là, à genoux, Ruffin ramasse des herbes soigneusement choisies qu'il met dans un baluchon de vieille toile. Et, en apercevant Foulque, il a un rire narquois qui découvre ses dents noirâtres. « Que viens-tu faire, chercher ici avec ta fourberie ordinaire ?» La voix du sorcier est grinçante et Foulque fronce les sourcils de déplaisir. « Je suis venu te demander un service. »« Un service ? Tu veux dire quelque méchante action ?» Foulque feint d'ignorer l'insolence du vieil homme. « Je veux être le plus remarquable cet après-midi. Qu'as-tu besoin de moi ? Je ne peux pas caracoler à ta place. Ruffin, cesse de m'énerver par des propos impertinents, sinon j'irai raconter à notre curé tes dernières sorcelleries. » Le sorcier ricane. « Le curé me ferait pendre, et cela te priverait de mes services. Que veux-tu, au juste ? Donne-moi le moyen de nuire à mon rival, Thibaut de Sauvigny. Mon père dit qu'Éléonore le trouve très amusant et l'apprécie beaucoup. Tu parles de la demoiselle, très belle, que l'écuyer a délivrée dans le bois. Comment le sais-tu ? Je suis au courant de beaucoup de choses, et je connais une certaine nouvelle qui t'intéressera grandement et te permettra de confondre ton adversaire. Laquelle ? Demande Thibaut. Pardon. Laquelle ? Demande Foulque avec impatience. Ruffin grommelle. Viens dans ma maison. Ici, le vent emporte les paroles. Deux coups de trompette font vibrer l'air frais du matin. Les jongleurs, accompagnés de leur lutte, vielle et rotte, répondent en chantant en chœur. La cour du château est remplie de monde. Belles dames aux longues tresses et aux vêtements de soie, chevaliers des environs dans leurs plus beaux manteaux, enfants qui courent et crient gaiement. Des serviteurs déroulent au milieu de la cour un tapis. Quand Thibaut, le premier adoubé, car le plus jeune, s'avance sur le tapis, un silence recueilli se fait dans l'assistance. Thibaut sent la fierté inonder son cœur. Un peu maladroitement, son père, qui lui sert de parrain, se baisse, lui lasse les choses de fer qui enveloppent ses jambes et attache à ses pieds deux éperons d'argent. Ensuite, il lui enfile le haubert, longue robe de mailles de fer qui enveloppe la tête, les bras et le corps jusqu'aux chevilles. Puis il pose sur la tête de son fils le aume, casque de fer qui protège le crâne et le nez. Enfin, lentement, malgré ses doigts épais et malhabiles, il noue les petits lacets de cuir qui attachent le aume à la côte de maille. Maintenant que le garçon est préparé pour l'adoubement, le seigneur de Montcornet s'approche. Il tient une épée au pommeau vermeil. « Thibaut, mon neveu, je te donne l'épée que mon oncle m'a confiée avant de mourir en Terre Sainte. Je compte sur ta vaillance pour maintenir l'honneur de notre lignage. Sache que cette épée a combattu fièrement les infidèles et qu'elle contient dans son pommeau un morceau de la vraie croix du Christ. Pour cette raison, elle se nomme Santa Crux. Fais-en digne usage au service de Dieu. » Thibaut ferme les yeux. Il sent le baudrier passer autour de son cou, et puis l'épée, la longue épée, qui vient battre son flanc gauche. Sa main s'empare du pommeau et l'étreint violemment. Dorénavant, s'ouvre devant lui le chemin des prouesses, et la joie emplit son cœur. Il voudrait crier d'allégresse lorsque le Seigneur lui dit « Maintenant, courbe la tête, je vais te donner la collée. » Thibaut baisse la tête et reçoit sur la nuque un si vigoureux coup de paume qu'il chancelle. Le Seigneur l'embrasse en souriant et dit « Tu es désormais chevalier. Honore les chevaliers, donne aux pauvres, aime Dieu, que le Christ, qui fut mis en croix,
te défendre contre tout ennemi. Thibaut répond en regardant fièrement le Seigneur. Je vous remercie, beau sire, que je serve Dieu et qu'il m'aime. Thibaut exulte en découvrant la monture que lui donne son Seigneur. C'est un magnifique cheval brun, jeune, fringant, nerveux, tel qu'il en rêve. Thibaut recule de quelques pas, prend son élan, saute en selle. La foule regroupée dans la plaine applaudit en criant « Sans étrier! Il n'a pas touché l'étrier !» Thibaut jette sur l'assistance un regard fier et heureux. Le seigneur de Montcornet s'approche et lui tend un grand bouclier vert. « Chevalier Thibaut, je te donne ce bouclier fabriqué à Lyon, sur le Rhône. Il n'y en a pas de meilleur sur terre. Sa couleur est celle de la jeunesse et de l'audace. Que ton caractère hardi porte loin ton courage et ne nuise jamais à ton honneur. » Puis le seigneur lui tend une lance longue de 8 pieds. Aussitôt, Thibaut se met à caracoler sous les applaudissements de la foule. C'est alors que Foulque, à pied, pénètre sur le terrain réservé aux cavaliers, le traverse et se dirige vers Éléonore. L'assistance murmure de surprise. Thibaut s'approche à cheval. Foulque s'incline devant la demoiselle, tend la bague et dit à haute voix. « Voilà la bague qu'un paysan t'a volée. » Puis Foulque se tourne vers son père. « Sachez, père, que cette émeraude a été dérobée par un paysan sous les yeux de Thibaut de Sauvigny, sans que ce dernier tente de le poursuivre. » « Est-ce vrai ?» demande le seigneur de Montcornet à Éléonore. « Oui. Enfin, non, pas du tout. C'est moi qui ai donné ma bague à ce paysan, pour le remercier de m'avoir sauvé la vie. » Foulque s'étonne. « Veux-tu dire que ce paysan s'est battu pour toi ? » ?»« Non, mais je lui ai donné ma bague quand même. » Le seigneur de Montcornet s'exclame. « Tu aurais donné ta bague à un paysan ? Personne ne peut croire une pareille folie. Mais je trouve généreux de ta part de venir au secours de Thibaut de Sauvigny. » « Mais enfin, insiste Éléonore, énervée et les larmes aux yeux, je peux faire ce qui me plaît de mes bijoux. Je peux les jeter dans la rivière, les casser avec un maillet, les donner à un paysan et... » Thibaut saute à bas de son cheval et s'incline devant le seigneur. « Il est vrai que je n'ai pas couru derrière le paysan. C'est que j'étais tout joyeux de voir cette demoiselle. C'est une mauvaise excuse pour se conduire avec lâcheté, constate le seigneur. » Thibaut prend un visage contré. C'est que lorsque je suis joyeux, déjà le seigneur ne l'écoute plus. Il regarde un autre chevalier qui cherche à sauter sans étrier sur son cheval et qui retombe maladroitement sur le sol. La foule rit et crie et siffle. Thibaut est si malheureux qu'il voudrait disparaître sous terre. Comment oser affronter le regard d'Éléonore après avoir été ridiculisé par Foulque, après avoir laissé la demoiselle se débattre dans une situation humiliante? Rouge de confusion, il fixe le sol avec obstination. Un croissant de lune apparaît dans le ciel encore clair, lorsque le seigneur de Montcornet ordonne « Levez la quintaine !» Aussitôt, dans la vaste prairie, des écuyers dressent une haute pièce de bois à laquelle sont attachés des boucliers de toutes couleurs. Foulque, le premier, se lance en avant, galope vers le mannequin de fer et heurte durement un bouclier qui résonne dans le soleil, dans le silence du soir. Thibaut, à son tour, fait courir son cheval et frappe le mannequin lorsqu'il entend la voix de Foulque. « Mon père a eu tort de t'adouber, tu n'es qu'un lâche. Et toi, tu n'es qu'un fourbe aux actions déloyales. » L'épouvantail d'acier, frappé de tous côtés, fait un vacarme insupportable, et Foulque s'égosille pour se faire entendre. « Eh bien, c'est à ce fourbe que tu devras prêter hommage. Que dis-tu? Je n'entends pas bien. » Foulque s'égosille de plus belle. « Je dis que bientôt tu deviendras mon vassal. C'est impossible. Mon père se retire dans une abbaye près de Paris pour se consacrer au service de Dieu. Il veut se préparer à la vie éternelle. » À ce moment-là, le mannequin de fer s'écroule dans un terrible fracas. Quand le silence est revenu, Foulque répète à Thibaut. « Dans quelques jours, tu me prêteras serment comme vassal. » Et il fait cabrer son cheval d'un air triomphant. Le châtelain de Sauvigny est abasourdi. « Tu veux partir maintenant ? » « Oui,
Je ne prêterai jamais hommage à Foulques de Montcornet. Le père, consterné, hoche la tête. Que deviendras-tu? Tu as besoin de la protection d'un seigneur puissant. Veux-tu passer ta vie comme moi, dans un misérable tour de bois mal entouré de pieux? Reste avec Foulques, tu auras richesse et agrément. Je ne servirai pas un seigneur pour qui je n'ai ni estime ni confiance et qui m'a rendu ridicule. C'est ridicule aussi d'être chevalier errant. Être chevalier errant permet d'acquérir grand renom et grande gloire. Il faut être fou pour voyager seul, s'obstine le père. Thibaut lève la tête avec noblesse. Maintenant que je suis chevalier, je suis au seul service de Dieu et n'appartiens plus à personne. Le châtelain de Sauvigny soupire tristement. Que le Seigneur te protège de tout danger et de toute honte. Et toi, père, que Dieu te garde en longue vie. Le châtelain prend le jeune chevalier dans ses bras et le serre contre son cœur. Va, fils, que tu aies joie et très bonne aventure. Pendant toute la nuit, Thibaut attend à la lisière de la forêt. La perspective de quitter Éléonore sans connaître ses sentiments lui est intolérable. Pense-t-elle qu'il aurait dû courir après le paysan, ou bien se battre en duel contre Foulques pour se venger des insultes? L'a-t-elle jugé peureux et lâche? Le deux appuyé contre le tronc d'un hêtre, il songe au moyen de se retrouver seul à seul avec la demoiselle. À l'aube claire, de l'autre côté de la plaine, il voit s'abaisser le pont-levis du château. Un chevalier en sort au galop en brandissant la bannière d'azur à bande d'or des Montcornet. Il est suivi par un groupe de cavaliers qui entourent une demoiselle gracieusement montée en amazone sur un palefroid gris. C'est Éléonore qui s'en retourne à Blois, songe Thibaut, sans que j'aie pu la rencontrer. Machinalement, il essuie une larme qui descend lentement sur sa joue. Vous aussi, chevalier, vous êtes en grand souci? Thibaut se retourne et découvre Barnabé, la mine sombre et abattue. À cause de toi, j'ai été humilié devant la fille du comte de Blois, dit le chevalier. Et moi, à cause de la fille du comte de Blois, je risque d'être pendu si Foulques de Montcornet me retrouve, pour cette émeraude que la demoiselle m'a donnée. Car elle me l'a donnée, n'est-ce pas? Elle a même insisté pour que je la prenne. Thibaut a un faible sourire. Enfin, tu as insisté aussi, à ta manière. Barnabé s'énerve. Voulez-vous dire que je l'ai volée? Non, non, elle te l'a donnée, c'est certain. Mais c'était une folie. Je n'ai pas à juger les folies des demoiselles. Les deux garçons gardent un moment le silence. Ah, si je ne vous avais pas rencontré, rien de tout cela me serait arrivé, commente enfin Barnabé. À moi non plus, ajoute Thibaut, qui se prend à sourire. Sans toi, où serait Éléonore? Morte peut-être? Et le cœur palpitant de reconnaissance, Thibaut regarde la bonne figure carrée du paysan et ses yeux malins. Quel âge as-tu? J'ai 14 ans. Je suis majeur. Saurais-tu faire briller les mailles de mon haubert, lasser mon aume, étriller mon cheval, porter ma lance et mon bouclier, t'occuper de mes habits et rendre tous les services nécessaires à un chevalier? Le regard de Barnabé brille d'excitation. Vous me prenez comme écuyer? Thibaut acquiesce de la tête lorsqu'un bruit de galop leur parvient. Cachez-vous! S'écrie Barnabé en se précipitant dans un fourré. C'est Éléonore! S'exclame Thibaut en voyant la petite troupe apparaître à un tournant de la forêt. Viens, je vais lui parler. Barnabé reste invisible. Thibaut saute sur son cheval et s'interpose devant les cavaliers qui s'arrêtent. Que veux-tu, chevalier? Demande le porte-bannière. Saluer la fille du comte de Blois avant de partir à l'aventure. Les chevaliers s'écartent. Éléonore s'avance dans un beau manteau de soie fourrée de vert et sourit. Dieu vous garde, chevalier. Je n'oublierai jamais que vous m'avez sauvé la vie. Thibaut, devant le visage rayonnant d'Éléonore, se trouble, rougit et balbutie. Vous n'allez pas épouser Foulques de Montcornet, ce fourbe, ce rusé, ce cœur sans foi. Éléonore s'indigne avec coquetterie. Pardieu, quelle colère et quel emportement!
De quel droit jugez-vous de mon cœur? Croyez-vous qu'il ne sache pas reconnaître un chevalier hardi et preux? Et, fouettant son cheval, elle part au galop. Sa suite aussitôt l'accompagne. Thibaut, désemparé, suit des yeux la petite troupe qui disparaît dans le lointain. Barnabé sort du fourré où il s'était caché. « Je m'étais mis à l'abri pour mieux vous porter secours s'il vous arrivait malheur, » explique-t-il. « De quoi parles-tu » s'étonne Thibaut, encore tout étourdi par les paroles de la demoiselle. « Dis-moi plutôt, qu'as-tu compris des propos d'Éléonore? Voulait-elle dire que Foulque est un chevalier preux et hardi? J'ai compris qu'il faut s'en aller de ce pays rapidement, vous pour conquérir gloire, aventure, renom et tout ce dont vous avez besoin pour votre demoiselle, moi pour rester en vie. Crois-tu qu'Éléonore pensait à moi en parlant d'un chevalier exceptionnellement vaillant? Je pense que, pour quitter les terres de Montcornet, il faut sortir de ce chemin, car un sergent nous demandera une obole ou une gerbe de blé pour franchir le pont. Suivez-moi, je sais où trouver une barque pour vous et votre cheval. Mais réponds-moi donc! Qu'as-tu compris des propos d'Éléonore? C'est seulement de l'autre côté de la rivière, au-delà du territoire du seigneur de Montcornet, que je réfléchirai en tant que votre écuyer. Ici, je suis encore un cerf. Là-bas, je serai un homme libre. Et voilà. On a donc fini le chapitre 1 du Chevalier au bouclier vert. Le livre de Odile Velers, qui est un roman du coup historique et qui prend parfaitement sa place de roman historique, puisque les scènes sont très réalistes. Pour l'époque, il faut bien se dire que effectivement à 14-15 ans, on commençait et on était considéré comme majeur, et puis pareil, l'adoubement, la coller sur la nuque pour en signe de comment dire, c'était un signe des seigneurs pour adoubler les écuyers pour qu'ils deviennent chevaliers. Donc en fait, à partir du moment où on recevait la collée du seigneur, on était considéré comme chevalier. Voilà. C'était un geste assez fort pour montrer la dureté de la vie et pour passer un cap en fait. Voilà, donc vous pourrez retrouver la vidéo très rapidement. Et puis la suite, surtout très rapidement, des histoires et des aventures du chevalier au bouclier.